à tous, c'est Lucas pour le chantier La Vivacia. Alors, vous l'aurez sûrement deviné, aujourd'hui, je vais vous parler de rabots. Alors, je vais commencer une petite série sur les rabots, qui devrait faire peut-être 3 ou 4 épisodes normalement. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Alors, c'est une grosse responsabilité quand même. J'ai un peu de pression parce que c'est un vaste sujet, il faut essayer de rien oublier, il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, je vais y aller par étapes. On va commencer par les bases et puis après on approfondira un petit peu plus pour aller dans les détails et dans les petites finesses du sujet. Avant de commencer, je voudrais remercier particulièrement Michel Oriou de la Forge de Saint-Jouéry qui fabrique les râpes Oriou, Pikema, et qui est aussi revendeur d'outillage Lignelsen. Je voudrais aussi remercier Florence Taès de chez Bordet, la boutique d'outillage pour le travail du bois. Tous deux qui ont bien voulu me prêter quelques rabots parce que je souhaitais vous présenter des rabots que je ne possède pas encore, que j'achèterai un de ces quatre, hein, j'espère. Enfin oui, c'est sûr même. Que je possède pas encore et je voulais faire la vidéo la plus complète possible, alors je les ai contactés et ils ont bien voulu me prêter quelques rabots pour pouvoir vous les présenter et puis ensuite je leur renverrai. Donc voilà, et ben on va commencer tout de suite avec l'épisode 1 sur la présentation générale du rabot, les bases, etc. Et puis on va avancer comme ça quoi. Alors, un rabot, qu'est-ce que c'est? Pour commencer, c'est une lame insérée dans un bâti, dans un fût en bois ou en métal, et sur lequel on peut régler la profondeur de passe. La passe, c'est l'épaisseur de la tranche de bois qu'on va prendre. Donc en fait, le principe du rabot, c'est de retirer sur une largeur définie, une épaisseur constante par rapport au ciseau où on ne maîtrise pas l'épaisseur de bois qu'on va pouvoir retirer. Donc on peut retirer une épaisseur allant de 0,015 mm à un demi millimètre, voire peut-être 1 mm selon les rabots. Rarement plus, c'est pas un rabot électrique non plus. Le principe et l'avantage du rabot à main, c'est de pouvoir justement retirer des épaisseurs tellement infimes qu'on ne peut pas retirer à la machine. C'est absolument impossible, je mets au défi n'importe qui de pouvoir retirer 0,25 mm avec une raboteuse électrique, avec une scie, avec quoi que ce soit. Donc c'est très avantageux pour faire les ajustages de tiroirs par exemple, de portes et toutes sortes de choses dans ce genre là. Là-dessus, ça a un avantage incontestable sur tout ce qui est machine. On a commencé par fabriquer des rabots en bois, sans réglage de profondeur mécanique, simplement en travaillant au coup de marteau et avec un coin pour verrouiller. On est ensuite allé progressivement vers les bâtis en métal, mais les bois ne sont pas encore abandonnés, la preuve j'en ai, ils sont neufs. Alors comment est composé un rabot? Donc là je vous montre sur un rabot en fonte, parce que le plus courant reste en fonte maintenant. Donc on commence par avoir la semelle ou le bâti. Donc c'est une pièce de fonte d'une seule pièce qui est rectifiée, sur lequel on va trouver la semelle et les deux joues. Donc la semelle doit être parfaitement plane et les deux joues parfaitement planes et d'équerre à la semelle. Ensuite, sur ce bâti, on vient y mettre un pommeau, donc pour l'avant, et une poignée. Donc là, c'est sur une autre pièce, mais d'habitude elle est fixée dessus, et une poignée pour pouvoir s'en servir. La partie qui va venir là, ça, on appelle ça le chariot. Donc le chariot, pourquoi le chariot? C'est parce que il est mobile. Donc on va pouvoir bouger le chariot pour procéder à des réglages sur le rabot. Donc le chariot vient se poser sur le bâti sur lequel il sera fixé. Donc là j'en profite pour vous parler de cette petite vis là
qui n'est pas toujours existante, mais sur celui-ci on la retrouve. Ça va être une vis de réglage justement pour avancer ou reculer le chariot. Et pour pouvoir faire des réglages sur ce qu'on va appeler la lumière. Je vous en parlerai. Donc pour vous montrer un peu mieux, je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Là-dessus, on va solidariser le chariot au moyen de vis. Donc une ici sur l'arrière et une à l'intérieur de ce trou sur l'avant. Quand ça existe, on va avoir ensuite le mécanisme de réglage du fer. Donc c'est ce qui va régir l'avance ou le recul du fer pour pouvoir régler la passe. Donc, qui vient s'insérer à l'intérieur. Donc l'avance et le recul, et dans le cas présent aussi le réglage latéral pour régler le balancement. Ensuite va venir le fer accompagné du contre-fer quand il y en a un. Voilà. Que l'on va pareil assembler ensemble par le biais d'une vis. Et donc on voit que le contre-fer il a un petit trou, c'est là où va se loger le réglage. Ensuite il y a la petite vis là qui servira à mettre en place le presseur. Et donc pour finir, le presseur qui a une petite vis qui servira à serrer par un effet de levier le bout de ce presseur sur le contre-fer et sur le fer pour que les réglages choisis ne bougent plus. Donc là on presse par un effet de levier. Voilà, et là il n'y a plus rien qui bouge. Donc là on a le rabot qui est monté, qui est complet, prêt à être utilisé. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce qu'il existe autant de rabots. C'est très simple, à chaque opération ou presque il existe le rabot adéquat. Alors on peut se restreindre déjà dans un premier temps à 4 rabots principaux qu'on va se servir constamment à l'atelier. On a en premier le rabot de paume. Il sert un petit peu à tout. On l'a toujours quelque part sous la main pour casser une arête, pour reprendre un petit désaffleur, pour travailler les champs. C'est un petit rabot qui se glisse dans la main d'une seule main, qui se travaille d'une seule main, qui se glisse dans la main facilement et qui est à notre portée constamment. Ensuite, on va avoir par ordre de taille le rabot à replanir. Donc là, tous les rabots ont des numéros qui sont assez compliqués pour certaines marques à suivre. En général, on se base sur les numéros que Stanley donnait il y a de ça quelques dizaines d'années. Donc là, on est sur un numéro 4. Donc plus on va monter dans les numéros, plus le rabot sera grand. Donc un numéro 4, donc un rabot à replanir. Ce rabot là, ça va être le rabot de la finition. C'est le rabot qui fera les copeaux les plus fins, avec un réglage le plus fin possible. C'est celui que vous allez passer juste avant de faire la finition. Une fois que vous avez fini votre ouvrage, vous passez un petit coup de rabot à replanir pour avoir un fini miroir ou le fini le plus propre possible. C'est un petit peu la ponceuse actuelle. Un coup de rabot à replanir, on supprime le travail de ponçage. Ensuite, on va avoir le riflard. Le riflard est un petit peu plus grand que le rabot à replanir. Ça va être le rabot pour dresser les pièces de bois. La semelle est plus grande, la surface de référence donc est plus grande.
C'est avec celui-ci qu'on arrivera à avoir des bois bien droits. C'est avec celui-ci qu'on arrivera à régler les champs, à régler les angles de référence, etc. Celui-ci, on dresse le bois avec. On va pouvoir retirer des épaisseurs plus importantes. C'est un rabot de première passe. Et en dernier, on a la varlope. Donc la varlope, elle vient intervenir entre le riflard et le rabot à replanir. La varlope a une très grande surface de référence, une très grande semelle, ce qui va lui permettre de dresser des pièces extrêmement droites et de venir gommer les dernières imperfections que le riflard n'a pas pu gommer. Si on est sur une toute petite pièce de bois, on n'en a pas besoin. Si on est sur une grande pièce de bois, plus grande que le riflard, un petit coup de varlope, ça donnera une surface encore plus nette. Donc au niveau des numéros, la varlope serait le numéro 7 ou 8. Voilà pour les rabots principaux. Donc vous avez pu voir pendant la présentation des 4 rabots qu'on avait une différence entre chacun des rabots. En fait, on va avoir une différence d'angle de fer. Vous voyez, celui-ci est un angle standard, en général, à 45 degrés. Alors que celui-ci est un angle faible, à de 12 à 20 degrés. Celui-ci est à 12. Alors qu'est-ce que ça change? Ça va changer un certain nombre de mécanismes pour le balancement de la lame, qui est là. Le réglage de la lame, lui, est ici, en général. Là, on est sur un type Bélé. C'est le type que Stanley adopte pour la plupart de ses rabots, adopté à l'époque, et que beaucoup ont repris. Pour un angle faible, on ne peut pas mettre le réglage sous la lame, comme ça, à portée de main. On est obligé de le mettre ici. Donc là, on est sur un réglage. Le mécanisme fait les deux réglages en même temps. L'avancement de la lame, en tournant la molette, et le balancement. La petite différence entre les deux aussi, au niveau de la prise en main, c'est qu'en général, un rabot avec un réglage de type Bélé, on va toujours avoir un doigt sur le réglage en même temps qu'on rabote pour pouvoir régler la profondeur au besoin. Alors que cela, on peut pas. Vous voyez, c'est assez délicat. Voilà. On n'a pas d'endroit pour mettre son doigt, peut-être un petit peu là. Mais on peut pas influer sur le réglage en même temps qu'on rabote. La deuxième chose, c'est que on est sur des chariots qui sont fixes. Hop, voilà. Vous voyez, sur celui-ci, il suffit simplement de dévisser ces deux vis là pour pouvoir bouger le chariot et pouvoir régler l'ouverture là de la lumière. Alors que sur un rabot à angle faible, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de chariot. On ne peut pas régler la lumière avec le chariot. Donc on a un réglage qui se fait sur l'avant. On a une petite molette ici. On bouge, on ouvre la lumière, on desserre la lumière et on vient bouger directement la plaque là qui est en dessous. On peut la régler à volonté et après on vient resserrer. Quand on a atteint le réglage qu'on voulait, on resserre le pommeau. Donc en général les rabots de paume sont toujours à angle faible depuis toujours. Maintenant l'angle faible sur les autres rabots c'est quelque chose un petit peu de nouveau si vous voulez depuis dans l'histoire des rabots. Ça fait une dizaine d'années qu'on en entend parler et qu'on commence à les voir apparaître. Maintenant ça a certains avantages d'avoir un angle faible que je vais vous présenter. Pour vous expliquer les histoires d'angle faible, je vous ai fait des petites cales qui correspondent au chariot.
Là on a un chariot à 12 degrés d'un rabot à angle faible. Ici on a un chariot à 45 degrés qui correspond à un rabot standard, un chariot standard. Les fers, quand on les achète, sont affûtés à 30 degrés en général. La différence qu'on va avoir sur un rabot standard. Sur un rabot standard, la lame de rabot vient comme ça, avec le biseau en bas. Si on faisait ça sur un rabot à angle faible, vous voyez bien, on aurait un problème. Le rabot à angle faible a le biseau orienté vers le haut. Alors quelle est la différence en fait? Ici, quel que soit l'angle d'affûtage qu'on va prendre pour le faire, l'angle d'attaque, l'angle entre la pièce de bois et le tranchant restera toujours le même, 45 degrés. Par contre, sur un rabot à angle faible, l'angle d'attaque change en fonction de l'affûtage du fer. Donc là, à 30 degrés, nous sommes à un angle d'attaque de 30 degrés plus 12, ça vient s'ajouter. Donc on est à 42 degrés d'origine. Maintenant, si j'affûte mon fer à 75 degrés, à 60 degrés, on va se retrouver avec un angle d'attaque de 12 degrés plus 60 degrés, 72 degrés. On va avoir un angle d'attaque beaucoup plus droit. Et si on pousse encore un peu plus loin, en affûtant notre fer à 75 degrés, plus les 12 degrés, on va être à 87 degrés. On va avoir un angle d'attaque, donc presque perpendiculaire à la pièce de bois. Donc là on va avoir quelque chose qui ressemblera très très fortement à un racloir. Alors là où c'est intéressant, c'est que avec un seul rabot on achète plusieurs fers ou plusieurs affûtages et on pourra travailler des bois difficiles avec des affûtages plus relevés. Parce que plus l'angle d'attaque est droit, moins on va avoir de phénomènes d'arrachement. Par contre, plus le rabot va être difficile à pousser. Vous imaginez bien qu'avec un angle comme ça, pour que le tranchant pénètre et tranche le bois, c'est beaucoup plus compliqué qu'avec un tranchant comme celui-ci. Alors après on peut jouer dans les affûtages, essayer de les coucher encore plus, aller à 30 degrés par exemple, donc il faudrait affûter notre fer à 18 degrés, ce qui nous donnerait un angle d'attaque de 30 degrés. Et là, pour les bois de boue, ça devient très très intéressant parce que pour trancher le bois de boue sans trop de problèmes, parce que le bois de boue c'est très dur à trancher, et ben plus on va avoir le fer qui va être couché, plus ce sera facile. Donc là on a les deux principales différences entre les deux systèmes de fer. Avec celui-ci on ne pourra pas jouer, ou quasiment pas, sur le réglage sur l'angle d'attaque, alors qu'avec celui-ci on pourra jouer beaucoup plus facilement. Par contre, les rabots à angle faible, on ne peut pas mettre de contrefer. Donc on n'a pas de possibilité de gérer le copeau et de gérer l'arrachement dû au soulèvement du copeau quand on tranche le bois. Bon alors merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous aura été utile et instructif. Dans le prochain épisode, on va aborder les réglages du rabot et l'utilisation dans différents cas. Alors je ne vais pas couvrir tous les cas, mais on va essayer d'aborder quelques cas types pour lesquels il y a besoin d'avoir un peu des infos pour pouvoir s'en servir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et puis je vous dis à la prochaine fois. Allez, salut!